Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je m'appelle Laurence Benedetti, je suis médecin nutritionniste, vice-présidente de l'Institut européen diététique et de micronutrition. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelle assiette dans ma planète et au menu, je vais faire une petite présentation de 30 minutes pendant laquelle n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et je prendrai 10 à 15 minutes à la fin du diaporama pour y répondre. Alors, nous avons tous remarqué, je pense que ça ne fait aucun doute pour personne, que les canicules sont de pire en pire au fur et à mesure des années, avec des températures qui dépassent les 40 degrés dans des régions où ça n'était jamais vu. Les feux de forêt, il n'y a qu'à voir en Australie, en Californie, ce qui s'est passé les années précédentes pour se rendre compte que c'est de pire en pire. Les tempêtes cataclysmiques, c'est la même chose. On assiste à la fonte des glaciers, à l'élévation du niveau de la mer. Donc, tout ça ne fait aucun doute. Donc, notre maison planète brûle et c'est dû à quoi? Au réchauffement climatique, sous-tendu au gaz à effet de serre. Donc, dans notre vie quotidienne, notre logement est responsable, on le sait, de 24% des gaz à effet de serre, nos transports en France de 26% des gaz à effet de serre, et c'est peut-être moins connu, notre alimentation est responsable pour 27% des gaz à effet de serre. Donc, vous vous rendez compte que notre assiette a un impact considérable sur le climat. Alors, il y a des solutions pour les logements, donc de façon très schématique, il y a des solutions pour lutter contre ces gaz à effet de serre en luttant contre les passoires thermiques. Les transports, il faut essayer de mieux se mobiliser donc avec de la mobilisation douce, des transports doux. Et notre alimentation, ça va passer par un changement de quelques-unes de nos habitudes. Il va falloir manger différemment et c'est l'objet aujourd'hui de notre conférence. Le réchauffement climatique, pour faire une petite aparté, c'est une usine à gaz. Ben oui, le réchauffement climatique, c'est dû aux gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ils épaississent l'atmosphère, mais ils permettent de garder la chaleur, ils sont faits pour garder la chaleur des rayonnements solaires sur Terre, indispensable à notre survie. Parce que oui, sans gaz à effet de serre, on ne le sait pas, à la surface du globe, nous serions à moins 18 degrés et la vie ne serait pas possible. Pour autant, tout est une question évidemment d'équilibre. Et un excès de production de ces gaz à effet de serre va provoquer le réchauffement climatique et va avoir un impact totalement inverse de ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire plus ça va aller, moins notre planète sera viable. Plus les gaz sont présents dans l'atmosphère, en effet, plus il va faire chaud et plus ce sera insoutenable. Alors, quels sont-ils ces gaz à effet de serre? Il y en a plusieurs. La vapeur d'eau, qui représente la grande majorité de l'effet de serre naturel. Le CO2, qui lui va représenter 2/3 des gaz à effet de serre en dehors de la vapeur d'eau. Ce CO2, il est produit par la respiration des animaux et des hommes, par les éruptions volcaniques, les feux de forêt, mais l'essentiel de ces CO2, il est produit par la combustion des carburants fossiles, le pétrole, le charbon, le chauffage, les transports. On sait, et ça, tous les gens qui sont écologistes, qui aiment la nature le savent, les plantes sont un bouclier naturel contre l'effet de serre. Les plantes représentent des puits de captage de CO2 considérables et c'est pourquoi les déforestations, la diminution des prairies au profit de la culture du maïs, blé, soja, l'intensification de l'agriculture et les monocultures ne sont pas du tout nos alliés, mais vont avoir un impact négatif sur notre planète. On peut redorer également le blason des légumineuses. Ce sont des solutions naturelles qui captent l'azote inorganique dans le sol. Redorons le blason du lin, de la luzerne et du lupin. Tout ça permet d'économiser du carburant fossile et représente un engrais naturel qui va évidemment contre les engrais azotés non naturels. Donc, il y a des solutions
nous avons ces solutions en main et il est grand temps de pouvoir utiliser ces solutions pour inverser la vapeur, si j'ose dire, et pour pouvoir protéger notre planète qu'on aime tant. L'empreinte carbone, donc ce carbone, ce CO2, va être mesuré par ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc c'est une unité de mesure. Cette empreinte carbone sert à mesurer donc la quantité d'émissions de CO2 qu'émet une personne ou des activités en rapport avec le logement, les transports, les habitudes, notre consommation, etc. Et cet indicateur est utile parce que connaître l'empreinte carbone va nous permettre de limiter l'impact négatif de nos consommations en modifiant certaines de nos habitudes. C'est tout l'intérêt. Ça permet de mesurer les effets écologiques de nos choix quotidiens sur le réchauffement climatique, notamment ceux concernant le contenu de notre assiette. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on peut calculer l'empreinte carbone de notre assiette. Ces gaz à effet de serre, donc on a vu la vapeur d'eau, le CO2, mais il n'y a pas que ces deux gaz à effet de serre, il y a également le N2O, c'est-à-dire le protoxyde d'azote, qu'on appelle également gaz hilarant. Il est émis par les excédents d'azote dans le sol, les engrais azotés, les déjections des animaux, et il n'a d'hilarant que le nom parce qu'il a un pouvoir réchauffant 298 fois plus fort que celui du CO2. Donc c'est un ennemi pour la planète. L'ozone, elle, va protéger des rayons du soleil qu'il absorbe. Les gaz industriels, on sait qu'ils sont responsables de sa destruction, donc il va falloir protéger cette couche d'ozone. Enfin, le méthane, ou CH4, est un gaz à effet de serre qui est produit par l'industrie et qui est également produit par différentes fermentations, notamment les marécages et les rizières. C'est pour ça qu'on étudie en ce moment l'idée de produire du riz avec des rizières sèches. Ce méthane est produit également par les éructations des ruminants, les vaches, les moutons, les buffles, les zèbres, etc., tous les ruminants. Et ça représente, ce méthane, 16% mondial et 3 à 5% de l'effet de serre. Donc vous voyez que le méthane n'est pas, c'est important et ce n'est pas à négliger. Alors le méthane, on l'a vu, provient des ruminants. Mais on sait qu'une production de méthane peut être fortement diminuée en fonction de l'alimentation qu'on donne à nos ruminants. Ces ruminants, comment ils fabriquent ce méthane? En fait, ils hébergent dans le premier, ils ont 4 estomacs et ils hébergent dans un de ces 4 estomacs des bactéries qui produisent du méthane. Et on a pu montrer que plus une vache, on l'a appelée Marguerite là, plus notre Marguerite va manger d'herbe, va manger de lin, va manger de la nourriture naturelle, moins elle va héberger ces bactéries méthanogènes et plus elle va protéger notre couche d'ozone. Donc, il y a une étude qui a été d'ailleurs faite par Bleu Blanc Cœur qui montre que par rapport à une alimentation maïs, soja, blé, un régime pour ces animaux à base de plantes, de graines de lin riches en oméga 3 faisait baisser la production de méthane de 30% lors des éructations des vaches. Parce que oui, nos ruminants, ils ne pètent pas, mais ils rotent et ce sont ces éructations qui dégagent du méthane. Donc cette démarche d'ailleurs s'inscrit dans cette démarche qu'on appelle la démarche écométhane de Bleu Blanc Cœur qui vise à nourrir des animaux avec des végétaux comme le lin, la luzerne, la faverolle, tous ces végétaux qui sont riches en oméga 3 et qui font que les animaux qui mangent ces végétaux non seulement ont une santé meilleure, non seulement vont avoir un lait, une chair qui sera beaucoup plus riche en oméga 3 et donc meilleure pour la santé des hommes, mais également ces animaux éructeront moins de méthane. Vous voyez, il y aura une diminution de 30% de moins de méthane lors de les éructations, donc ils vont protéger plus notre planète. Dans notre alimentation, dans le régime alimentaire moyen des Français, on sait que 52% des viandes, poissons et plats préparés carnés sont à l'origine des gaz à effet de serre.
10% proviennent des matières grasses, 15% des produits laitiers, 8% des féculents dont les légumes secs et 15% des fruits, légumes, plats préparés végétariens. Donc vous voyez que déjà, sur le banc des accusés vont arriver les viandes, les poissons et les plats qui contiennent de la viande au niveau des gaz à effet de serre. Ils sont pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Ces émissions de CO2 vont dépendre du moyen de transport de nos aliments. Vous voyez que sur cette photo, les aliments qui sont transportés par la mer sont beaucoup moins pourvoyeurs de gaz à effet de serre que les aliments qui sont transportés dans les airs. Par exemple, les bananes qui vont être transportées par la mer auront une empreinte carbone qui sera beaucoup plus faible qu'un ananas qui va être transporté par un avion. Notre banane d'ailleurs, si elle est bio et donc pas remplie de pesticides, avec la peau qui entoure la banane, qui est un emballage naturel, sera un excellent aliment d'un point de vue empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone de nos aliments va dépendre du transport, du moyen de transport de ces aliments. Donc le moyen de transport, les plus vertueux sont la mer et le rail. Et les moins vertueux sont l'avion, de façon, vous voyez, énorme, c'est très significatif, et la route. Une deuxième façon d'améliorer l'empreinte carbone de notre alimentation, c'est de manger des légumes de saison et des produits locaux. Un légume de saison frais cultivé localement produira 20 fois moins de gaz à effet de serre qu'un légume hors saison, importé ou produit sous serre chauffée, et 7 fois moins de gaz à effet de serre qu'un légume surgelé. Vous voyez sur cette diapositive qu'une carotte qui va être une carotte produite localement et de saison aura une empreinte carbone qui sera beaucoup moindre que l'empreinte carbone d'une carotte qui sera cultivée hors saison, hors Europe, hors Méditerranée. Idem pour une pomme que vous voyez sur cette diapositive, une pomme donc qui va être cultivée, qui sera de saison et cultivée proche de votre domicile, dans votre jardin par exemple, aura une empreinte carbone beaucoup moindre qu'une pomme qui sera cultivée, qui ne sera pas de saison et qui sera cultivée hors de l'Europe et de la Méditerranée. Donc de la même façon, si on voit sur ce tableau, ce sont des aliments, donc l'émission de gaz carbonique dans notre assiette, alors qui va être modulée en fonction, encore une fois, de si ce sont des produits de saison et si ce sont des produits locaux. Vous voyez que le bœuf et l'agneau ont une empreinte carbone qui est beaucoup plus importante que la viande blanche. Pour autant, la viande est, sur le plan d'empreinte carbone, beaucoup moins vertueuse que les légumes et les céréales, que les fruits, que les produits laitiers. Les produits laitiers, vous voyez qu'un fromage à pâte molle aura une empreinte carbone plus vertueuse qu'un fromage à pâte dure. Les poissons auront une empreinte carbone plus vertueuse que la viande, et si ce sont des poissons d'élevage, ils auront une empreinte carbone plus vertueuse que les poissons sauvages. Un œuf bio aura une empreinte carbone plus vertueuse qu'un œuf même catégorie 1. Alors, avec tout ça, parfois, on ne sait plus comment s'y retrouver et quel régime alimentaire adopter. Donc, quels sont ces fameux régimes alimentaires? Donc, vous avez le régime flexitarien. Donc, le régime alimentaire flexitarien, c'est un modèle alimentaire dans lequel on mange de tout, des légumes, des céréales, des légumineuses, mais c'est un régime qui s'efforce de réduire la consommation de viande. Le régime pescatarien, c'est un régime qui va s'abstenir de consommer de la viande, mais qui vise à manger plus de produits de la mer. Le régime végétarien va exclure toute consommation animale, mais on peut manger des produits issus des animaux type les œufs,
les laitages. Donc, en fait, on ne mange plus ni viande ni poisson, mais on peut manger des œufs et des laitages. Le régime végétarien, lui, ne mange aucun produit d'origine animale, ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. Et le régime vegan, donc sur le plan alimentaire, c'est un régime végétalien, donc on ne mange aucun produit d'origine animale. Mais il y a on va aussi faire rentrer ça dans nos habitudes, dans notre culture. C'est-à-dire que la culture végane ne consomme pas, on n'utilise pas de sac à main, on n'utilise pas de ceinture en cuir, on n'utilise pas de chaussures en cuir. Alors, quelle assiette? Que mettre dans notre assiette? Donc, je vais vous présenter déjà deux études, les plus grandes études qui relatent de cette assiette idéale pour demain. Donc, la première étude, c'est l'étude Eat Lancet. Donc, vous voyez sur le dessin de droite, une ligne rouge en pointillé où c'est marqué 100%, qui correspond aux apports recommandés dans l'alimentation de référence selon Eat Lancet. C'est-à-dire que il faut arriver à cette ligne pointillée. Tout ce qui dépasse cette ligne pointillée sur la droite ne va pas. Donc, si on prend l'exemple des noix, vous voyez que notre consommation de noix, elle n'est pas suffisante. On est loin de la ligne pointillée 100%. Notre consommation de céréales complètes, de légumineuses, de fruits, de légumes, idem, on est loin de ce qu'il faudrait qu'on consomme. En revanche, les produits laitiers, les volailles, on est légèrement au-dessus. Et surtout, la viande rouge et certains féculents autres que les légumineuses, on est très au-dessus. Donc, ce modèle nous dit de prendre une alimentation à base de végétaux essentiellement, et ce modèle nous dit qu'il peut contenir des quantités raisonnées de poissons, de viande et de laitage. C'est plutôt un modèle de type flexitarien. Une deuxième étude assez intéressante qui est l'étude menée par Solagro After 2050. Alors eux, ils nous proposent une assiette de 2050. Quelle devrait être notre assiette en 2050? Et cette assiette a pour but de permettre une réduction de 50% des gaz à effet de serre. Vous voyez que cette assiette, elle nous montre qu'elle est constituée essentiellement de produits végétaux, légumes secs, fruits et légumes. Elle nous propose également d'augmenter notre quantité d'huile, mais pour des huiles vertueuses, riches en oméga 3, type colza, noix. Et elle nous demande de diminuer très fortement notre consommation de poissons, de viande et de laitage. Alors, plus simplement, dans notre assiette, on peut se baser également sur les recommandations de Santé publique France, qui sont les recommandations officielles. Je tiens à dire que récemment, les recommandations de Santé publique de France ont intégré des recommandations écologiques, environnementales, et c'est une très bonne chose. Donc, ces recommandations, que nous disent-elles? D'augmenter les fruits et les légumes, les fruits à coque, les fruits secs, donc type lentilles, haricots, pois chiches, etc., d'augmenter notre activité physique et d'augmenter le fait maison pour éviter les produits tout faits et tout ce qui est produits transformés. Elle nous demande de réduire la viande, le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau, les abats, de réduire les produits sucrés et boissons sucrées, de réduire les produits qui ont un Nutri-Score D et E, la charcuterie, les produits salés, de réduire la sédentarité, le temps passé assis, et de réduire l'alcool. Et enfin, d'essayer d'avoir une alimentation qui va plus vers des aliments de saison et des aliments produits localement, d'augmenter, donc d'aller vers une consommation de poissons gras et maigres en alternance. Des poissons gras, pourquoi? Parce qu'ils sont riches en oméga 3. Donc, et on sait que les oméga 3 ont des vertus pour notre cœur et pour notre cerveau. D'aller vers des aliments bio ou de circuit court,
de préférer le pain complet, les céréales, le riz complet, la semoule complète, plutôt que le pain blanc, plutôt que le riz blanc. Pourquoi? Parce que les aliments complets ont une densité micronutritionnelle qui est plus importante, c'est-à-dire qu'ils contiennent plus de minéraux, de magnésium, de fer, de calcium que les produits qui ne sont pas complets. Aller vers donc l'huile de colza, l'huile de noix, qui sont riches en oméga 3, l'huile d'olive qui est une huile riche en phytostérol, donc protectrice de notre cœur et qui favorise l'augmentation du bon cholestérol, c'est le fameux modèle méditerranéen, et d'aller vers une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée, et pour les gens qui ont des allergies, des intolérances aux produits laitiers de vache, plutôt l'utilisation de la chèvre ou de la brebis. Alors, si on veut faire un menu idéal pour le climat, on va proposer en entrée une entrée qui sera très riche en légumes crus plutôt que cuits, donc riche en vitamines. En plat, on va proposer un plat qui va contenir des légumes verts, des légumineuses, des céréales, des viandes, oui, mais des viandes que j'appelle des viandes bien élevées, c'est-à-dire issues de filières respectueuses, dont Bleu Blanc Cœur, c'est-à-dire des producteurs qui donnent à leurs animaux une alimentation riche en oméga 3, qui élèvent leurs animaux à l'extérieur, et qui donc respectent la vie animale, qui respectent l'animal et son alimentation. Des poissons issus de la pêche durable, et donc un plat dans lequel on va raisonner, on peut manger de la viande ou du poisson, mais de façon raisonnable, et tant qu'à faire, donc choisir des poissons issus de la pêche durable et de la viande issue de filières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. En fromage, on choisira plutôt un fromage à pâte molle et plutôt cru qu'à pâte dure. Et en dessert, bien sûr, des fruits, mais des fruits de saison. Et si on doit manger des laitages, on peut en manger, mais il faut essayer de les limiter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait calculer l'empreinte carbone de notre assiette. Donc, il existe effectivement un éco-calculateur. Cet éco-calculateur a été mis en place par une association qui s'appelle Bon pour le climat et qui est repris dans une application qui s'appelle Étiquetable. Donc, une association qui s'appelle Bon pour le climat et qui est repris dans une application qui s'appelle Étiquetable, donc que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs ou sur vos portables. Et cet éco-calculateur a d'abord été conçu pour des restaurateurs. Et vous avez de nombreux restaurateurs qui aujourd'hui s'inquiètent, prennent en compte l'empreinte carbone de l'assiette et qui proposent des menus qui ont une empreinte carbone vertueuse. Cet éco-calculateur donc d'étiquetable va analyser à partir de la base des données issues d'études validées par l'ADEME. Il va répartir l'empreinte carbone en fonction du choix des ingrédients, de leur saisonnalité, de leur lieu de production, proche, loin ou très lointain, de leur mode de conservation, frais ou surgelé. La seule limite actuelle de cet éco-calculateur, c'est de référencer les filières agricoles ou de transformation qui sont vertueuses. Ce n'est pas encore différencié, mais ça va bientôt l'être. Je vous parlais de l'association Bon pour le climat et tout à l'heure, les dessins que je vous ai proposés sur les carottes, sur le carbone des carottes, des pommes et sur l'empreinte carbone en fonction du mode de transport viennent d'un livre qui s'appelle « Ça chauffe dans l'assiette » et qui a été écrit par le président de l'association Bon pour le climat, M. Fressard. Donc, si on calcule l'empreinte carbone de notre assiette, quelques petits exemples. Je choisis du filet mignon de porc à la moutarde pour 4 personnes. Donc, pour faire cette recette, j'ai besoin de 600 g de filet mignon, de 300 g d'oignons, de 500 g de blettes, de 600 g de pommes de terre, de l'huile d'olive, de la moutarde. Donc, résultat, on a 1,2 kg équivalent CO2 par personne.
d'empreinte carbone et 80% du résultat de cette empreinte carbone par personne va être en fait dû à la viande. Je choisis un poulet d'un kilo 4 pour 4 personnes accompagné d'oignons, de pommes de terre. On a une empreinte carbone d'1,6 kg par personne. Là aussi, le maximum de l'empreinte carbone est dû à la viande. Dans la recette, juste au-dessus, vous aviez des blettes qui justement permettaient de diminuer l'empreinte carbone. Je choisis de faire une omelette aux herbes et au fromage avec un tout petit peu de crème. Vous voyez que j'ai une empreinte carbone qui est beaucoup moindre, qui est de 300 grammes équivalent CO2 par personne. Donc, l'idée, c'est, si on choisit de la viande, de choisir de la viande qui est issue des filières respectueuses de la vie animale. L'idée, c'est bien entendu de l'accompagner de fruits, de légumes et de céréales, qui sont des aliments vertueux pour l'empreinte carbone. Donc, en conclusion, augmenter, pour que notre assiette soit la meilleure possible pour la planète, il faut augmenter sa consommation de céréales, de fruits, de légumes, de légumineuses, d'essayer de raisonner sa consommation de viande, donc moins en manger, et si on en mange, de choisir plutôt des produits issus des filières respectueuses des animaux, de la santé des hommes et de la planète. Et ainsi, on fait dans notre assiette une association gagnante pour la planète et pour la santé. Merci pour votre attention et je suis tout de suite pour vos questions. Merci beaucoup Laurence pour cette présentation qui a beaucoup intéressé les participants. On a eu quelques questions et je vais vous les poser tout de suite afin que vous puissiez y répondre. Donc par exemple, voilà, on nous demande est-ce que les vaches qui mangent de l'herbe des champs, produisent du méthane? Alors oui, les vaches qui mangent, oui, bien sûr, elles produisent du méthane, mais vous avez vu sur ce diaporama, à partir du moment où elles broutent de l'herbe et où elles mangent des choses naturelles, elles produisent 30% de moins de méthane qu'une vache qui va être nourrie au soja, au colza, enfin au soja, pas au colza, pardon, au maïs, etc. Merci, merci Laurence. On a également une autre question concernant l'étude Eat Lancet. Qu'en est-il des œufs qui sont bénéfiques pour la santé et quel est votre avis sur cette question? Dans l'étude Eat Lancet, en fait, les œufs, ils dépassaient la consommation. Donc, dans leur étude, en fait, ils estimaient qu'on en mangeait un petit peu trop. Il faudrait diminuer un peu cette consommation. Mais effectivement, en termes d'empreinte, là, c'est l'étude, hein. Mais effectivement, en termes d'empreinte carbone, on l'a vu tout à l'heure, l'empreinte carbone d'un œuf, elle est vraiment pas énorme, hein. Elle est vraiment pas énorme. Et l'empreinte carbone d'un œuf bio va être moindre que l'empreinte carbone d'un œuf catégorie 1. Et si cet œuf est également un œuf issu de la filière bleu blanc cœur, il aura également une empreinte carbone qui sera vertueuse. Donc, l'œuf par rapport à la viande ou par rapport au poisson, sur le plan empreinte carbone, est quand même beaucoup plus vertueux. Ils sont beaucoup plus vertueux. D'accord. Et on nous demande aussi, donc c'est une question qui a été posée par Claude Fontaine, ce qu'il en est de la ration protéique journalière et comment en assurer l'apport sans viande ni poisson. Alors, normalement, la ration, et c'est là où vous allez, si vous faites vos petits calculs, vous allez voir que souvent on dépasse ça. Normalement, c'est 1 gramme par kilo d'individu par jour. C'est-à-dire quelqu'un qui pèse 60 kilos, il doit manger normalement, donc ça c'est les chiffres officiels, hein, il doit manger en protéines, hein, je ne dis pas en animal, en protéines, il doit manger 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Sachant que dans un steak de 100 grammes, vous avez 20 grammes de protéines. Dans 100 grammes de lentilles crues, ce qui fait 300 grammes de lentilles cuites, vous avez 7 à 8 grammes de protéines. Donc, la question, c'est effectivement, on peut remplacer la viande par des végétaux, hein, les légumineuses sont riches en protéines.
Maintenant, si on ne mange plus du tout de protéines d'origine animale, c'est-à-dire le régime vegan, c'est si on ne mange pas d'œufs, si on ne mange pas de lait, si on ne mange pas de laitage, il faut faire des mélanges légumineuses céréales parce que sinon, on n'a pas tous nos acides aminés essentiels. C'est-à-dire que vous avez certains acides aminés dans les légumineuses que vous ne trouvez pas dans les céréales, certains acides que vous ne trouvez pas, certains acides aminés que vous ne trouvez pas dans les céréales que vous trouvez dans les légumineuses. Donc, il faut absolument faire des mélanges. Il ne faut pas manger que des lentilles, il ne faut pas manger que des céréales. Si vous ne voulez pas manger de viande, il faut vraiment faire des mélanges. Mais effectivement, on peut avoir nos acides aminés essentiels en faisant bien correctement nos mélanges céréales légumineuses. Et donc, on nous demande un petit éclaircissement par rapport aux effets à long terme d'une consommation uniquement de légumineuses et de légumes sans viande ni produits laitiers. Et quel est votre avis, docteur, sur un régime qui exclut Alors, la viande et les produits laitiers? alors dans les protéines animales, il y a aussi les protéines animales sont une source de vitamine B12. Donc, quand on mange plus du tout de protéines animales, il faut de temps en temps quand même vérifier son statut en vitamine B12. Et sinon, se complémenter en vitamine B12. Parce que la vitamine B12, c'est important pour tout ce qui est renouvellement cellulaire. Donc, on en a vraiment besoin. Donc ça, c'est la petite chose à vérifier. Sur le long terme, alors, attends, tu peux me redire la question parce que j'étais partie dans ma B12. La question, c'est quelles sont les conséquences à long terme de ne plus manger de viande Ah, ni de produits laitiers pour l'espèce humaine? alors, à long terme, encore une fois, donc si on parle de la viande, effectivement, on peut se passer de viande en mangeant, comme je vous ai dit, des mélanges légumineux céréales, à condition de faire attention à la vitamine B12. Les laitages, si on ne mange pas de laitage, il faut à ce moment-là consommer du calcium sous autre forme, donc des oléagineux. Enfin, il faut trouver d'autres formes de sources de calcium et puis se mettre régulièrement au soleil pour recharger les batteries en vitamine D qui permet de fixer le calcium. Alors donc Angèle Guichard nous demande comment l'ajout de fruits et de légumes peut diminuer l'empreinte carbone alors qu'il faut aussi les produire. Alors, il faut aussi les produire, mais c'est pour ça qu'il faut manger des produits de saison et des produits locaux, parce que l'empreinte carbone des fruits et des légumes, elle provient essentiellement de l'emballage et du transport, beaucoup plus que de la façon dont on les produit. Voilà. Alors, et puis, enfin, je fais un petit aparté parce que si la façon dont on les produit, une tomate qui est produite dans le jardin sera beaucoup plus vertueuse en empreinte carbone qu'une tomate produite dans une serre qu'il faut chauffer, etc. En fait, ce qui donne du CO2, c'est tout ce qui est chauffage et tout ce qui est transport et tout ce qui est emballage. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la banane, une banane qui n'est pas traitée avec des pesticides. Elle a son emballage naturel et cette banane, en venant dans vos assiettes par la mer, elle sera plus vertueuse que si vous la faites voyager par avion et que, comme on a vu récemment, et c'est une totale ineptie, si elle est déballée et mise sous cellophane et que vous achetez votre banane tout épluché sous cellophane au supermarché. Alors justement, est-ce que la viande issue de petits animaux serait plus intéressante par rapport à l'empreinte carbone que celle des gros animaux comme par exemple les vaches? Alors, je vais dire oui et non, parce que si ce sont par exemple l'agneau, vous avez pu voir que l'empreinte carbone de l'agneau elle était supérieure à celle de la vache, parce que, alors d'une part, les agneaux, ils viennent souvent de Nouvelle-Zélande ou d'Irlande, donc il y a le transport, mais également l'agneau, c'est le petit de la maman, c'est le petit de la brebis, et du coup, rentre dans le calcul l'alimentation qu'on va donner aussi à la maman. Mais effectivement, un petit animal
élevé, mais c'est vrai pour la vache aussi, hein, un petit animal élevé sur place dans de bonnes conditions, il aura sa chair, enfin j'aime pas parler comme ça, mais l'empreinte carbone générée par sa chair sera moindre que l'animal produit dans une ferme des 1000 vaches, quoi. Et donc là, il nous reste quelques questions qui concernent plutôt la partie nutrition et diététique. Et on nous demande notamment si vous pouvez nous suggérer un exemple de plat constitué de céréales et de légumineuses qui apporte en moyenne 30 grammes de protéines. Alors, c'est extrêmement 30 grammes de protéines, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Si vous faites un plat de lentilles, donc 100 grammes de lentilles séchées, ça représente 7 grammes de protéines. Donc, si vous voulez avoir vos 30 grammes, alors 7 grammes pour 100 grammes secs. Donc, et 100 grammes secs, ça fait 300 grammes cuits. 300 grammes cuits, ça fait déjà une énorme assiette de lentilles. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir 30 grammes, c'est là tout le problème, hein, c'est que si vous voulez avoir 30 grammes d'équivalent protéines végétales, vous êtes obligé de manger des quantités industrielles de légumineuses, hein. Donc, il faut avoir aussi un intestin qui peut se le permettre, parce que si vous avez un intestin top, ce sera difficilement possible. Et justement, là, on a une C'est question. là tout le problème. C'est là tout le problème d'équilibre. C'est-à-dire que 100 grammes de viande, 100 grammes de viande contient 20 grammes de protéines. 100 grammes de poisson, ça va contenir 17 grammes de protéines. 100 grammes de lentilles vont contenir 7 grammes de protéines. Ça, c'est une réalité. Bon, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Ce qu'il faut arriver, c'est à équilibrer ça dans votre assiette. C'est-à-dire peut-être moins souvent manger de la viande, en tout cas moins souvent manger de la viande rouge, manger plutôt de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Et quand vous en mangez, plutôt manger de la viande donc de filière respectueuse. Manger moins souvent de poissons si vous en mangez plutôt des poissons de filière durable, introduire peut-être plus souvent des œufs dans l'alimentation et puis faire votre équilibre avec vos légumineuses et vos céréales. Mais c'est là où on ne peut pas avoir enfin moi je ne peux pas me permettre en tant que nutritionniste d'avoir une vision jusqu'au boutiste, c'est-à-dire c'est très difficile d'avoir 30 grammes de protéines dans une assiette d'origine végétale, c'est très difficile. Alors on peut manger du tofu également, hein. Donc là, effectivement, c'est plus concentré, mais encore une fois, ça contient moins de protéines que 100 grammes de tofu contiennent moins de protéines que 100 grammes de protéines animales. Alors, on a une autre question, toujours sur les protéines, donc je me permets de la poser, qui concerne le rendement en fait. Est-ce que l'absorption des protéines animales et végétales ont exactement le même rendement d'absorption? Non, alors il y a ça, il y a donc effectivement le rendement n'est pas le même, mais le rendement également sur la production de muscles. Effectivement, la viande d'origine animale a un rendement pour faire du muscle, un rendement supérieur que les acides aminés d'origine végétaux. Pour autant, on a des grands champions de tennis qui sont véganes, hein. Effectivement, certains sportifs sont véganes. Non, mais voilà, je préfère. En fait, si tu voulais, on ne peut pas avoir une attitude jusqu'au boutiste et dire aux gens, avoir une attitude d'ayatollah en disant c'est ça qu'il faut manger, pas ça. Moi, personnellement, je préconise plus le régime flexitarien dans lequel on continue à manger de tout, hein, à privilégier bien sûr les protéines d'origine végétale parce qu'on n'en mange pas suffisamment au jour d'aujourd'hui dans notre assiette. On ne mange pas suffisamment de lentilles, on ne mange pas suffisamment de fèves, on ne mange pas suffisamment de pois chiches, etc. Donc d'augmenter cette consommation de légumineuses et de céréales dans notre assiette. Pour autant, de continuer à consommer un peu de viande, un peu de poisson, mais de la viande ou du poisson qu'on aura choisi, en manger moins souvent mais de meilleure qualité, et en tout cas de filières qui sont respectueuses des animaux, parce que là c'est quand même important, le respect des animaux, ça devient quand même prégnant.
Il faut quand même vraiment s'en occuper. Donc voilà, donc moi personnellement, en plus, bon, je supprimer complètement la viande, et j'aurais beaucoup de difficultés parce que j'aime ça, hein, d'un point de vue purement plaisir, j'aime ça. Mais effectivement, la consommer différemment, être plus dans des équilibres, quoi. Consommer plus aussi d'oléagineux parce qu'on n'en mange pas suffisamment, des graines, des noix, des amandes, des graines de tournesol, des graines de courge, etc. Tout ça, on n'en mange pas suffisamment. Et donc, on a une question qui concerne plutôt les animaux. Donc, je précise quand même que le docteur Benedetti n'est pas vétérinaire. On nous demande comment font, par exemple, les gorilles ou les chevaux pour assurer et entretenir leur masse musculaire sans générer de carence. Ben, en fait, le problème, c'est que si vous voulez, dans la vie, vous avez les omnivores, que sont les hommes. Vous avez les carnivores, qui sont enfin, les lions, etc. Et vous avez des animaux qui sont des herbivores. Donc, le cheval en fait partie, la vache en fait partie. Donc ça, moi, c'est le créateur a voulu qu'il en soit ainsi. Donc, si les herbivores, effectivement, n'ont pas pour habitude de manger de la viande ou du poisson. Mais la nature a fait qu'ils arrivent à fabriquer leur masse musculaire en mangeant ce qu'ils mangent. Mais ça, malheureusement, j'ai pas de réponse à ça, quoi. Je crois que c'est comme ça. Nous sommes des omnivores, donc on est censé manger de tout pour être en bonne santé. Et je crois que quand même, dès qu'on déroge de ça, ça va plus. Vous avez vu l'exemple des vaches, quand on a commencé malheureusement à les nourrir avec des farines d'origine animale, ben, on est arrivé sur la vache folle, quoi. Donc je crois que ce sont des équilibres, des écosystèmes qu'il faut conserver et je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, de façon jusqu'au boutiste, vouloir changer ces écosystèmes. Et d'ailleurs, dès qu'on veut changer ces écosystèmes ou dès qu'on change ces écosystèmes, on tombe sur des catastrophes, hein. La vache folle en est un exemple. Et concernant les protéines, l'apport en protéines, quelles céréales préconisez-vous? Alors, euh, Alors, les légumineuses sont plus riches que en protéines. Donc, si vous voulez manger, enfin, si vous voulez avoir des protéines d'origine végétale, les légumineuses en sont plus pourvoyeuses. Bah, après, vous avez le riz, le blé, le maïs, tout ça, ça contient des protéines, mais un petit peu moins que les légumineuses. Alors, donc on a aussi pas mal de questions hein, sur l'aspect diététique, mais pas du tout en lien avec la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Il y a une question qui a été notamment posée plusieurs fois, donc je vais vous la poser, docteur, comme ça on va apporter la réponse aux participants. Est-ce que vous pouvez développer les intérêts de l'huile d'olive par rapport à l'huile de colza? Alors, les deux sont extrêmement importantes pour notre santé. Ça sort pas d'un chapeau, hein. Il y a des tas d'études là au jour d'aujourd'hui qui viennent le prouver, des publications scientifiques. Euh, je dirais l'huile d'olive, donc on en a un peu parlé tout à l'heure. L'huile d'olive, elle est donc riche, ce qu'on appelle en phytostérol, en acides gras monoinsaturés. Et ces acides gras monoinsaturés ont comme vertu augmenter le bon cholestérol et également, de façon très schématique, d'éviter de diminuer l'absorption du mauvais cholestérol de l'alimentation. Donc, effectivement, l'huile d'olive va avoir des vertus sur tout ce qui est cardiovasculaire. Mais on s'est rendu compte que pas que, c'est-à-dire que le régime méditerranéen, donc qui comprend l'huile d'olive, mais également une alimentation plus riche en végétaux, en graines, etc., a des vertus sur plein de choses, sur les fonctions cognitives, sur certains cancers, sur l'ostéoporose, sur l'allergie, l'asthme, la dépression, la fécondité même. Donc voilà. Les oméga 3, ce sont des acides gras donc polyinsaturés, donc d'un point de vue moléculaire, ils sont un peu différents. Mais bon, je peux pas vous faire de dessin là, par webinar, donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont des doubles liaisons
Ils contiennent plus de double liaison que l'huile d'olive qui est monoinsaturée. Et ils vont avoir, là aussi c'est le fruit de publication, ils vont avoir une action également sur le cœur et sur le cerveau, donc, et également sur la rétine, la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Pour information, l'EDM Donc a... voilà, donc les deux, donc l'idéal c'est de faire des mélanges, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il ne faut pas dire moi je prends que des oméga 3 ou moi je prends que de l'huile d'olive. Si déjà vous prenez que de l'huile d'olive, je serais très heureuse. Si vous consommez que de l'huile de colza et noix, je serais très heureuse. Mais si vous faites des mélanges, ben, c'est encore mieux parce que vous élargissez les actions, l'impact positif de ces huiles sur votre assiette. Donc l'idée c'est de, par exemple, pour tout ce qui est assaisonnement, d'utiliser plutôt de l'huile de noix ou de l'huile de colza qui ne peuvent pas être cuites, et pour tout ce qui est plat mijoté, ratatouille, etc., d'utiliser plutôt de l'huile d'olive. Voilà. Ou de mélanger les deux. Vous pouvez très bien dans une salade faire moite-moite huile d'olive, moite-moite huile de colza. Et pour Je ne sais pas si j'ai information, répondu à la question. l'IEDM a produit un livret pédagogique justement sur la thématique des acides gras et des oméga 3 que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'IEDM, rubrique livret pédagogique. Il y a aussi des questions concernant l'allaitement, la grossesse. Et nous avons un écho qui porte également sur cette thématique et nous ferons tout au long de l'année et en 2021 des webinaires régulièrement sur les thématiques des échos. En attendant, on ne peut pas répondre à toutes les questions et je vous remercie beaucoup Laurence pour cette présentation qui était très intéressante et qui a réuni beaucoup de participants. Vous pouvez retrouver cet écho sur le site internet de l'IEDM qui est téléchargeable gratuitement en PDF. Et si vous êtes adhérent à l'IEDM, vous pouvez également le commander via votre espace dédié sur le site internet afin d'en faire bénéficier vos patients, vos clients en officine. Voilà, c'est parfois une très bonne méthode pour réduire le temps de consultation. C'est aussi très bien pour aborder des sujets parfois un petit peu délicats. Voilà, donc en tout cas, nous vous remercions. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site de l'IEDM demain au plus tard. Merci beaucoup, docteur. On vous donne rendez-vous en décembre pour un nouveau webinaire sur la thématique des perturbateurs endocriniens. Merci à tous. Merci, Laurence. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.